Ici, aux chutes du Niagara, 150 0 gallons d'eau par seconde se déversent. Les chutes du Niagara sont mondialement connues pour leur taille, le bruit qu'elles font et leur puissance brute. Des millions de personnes se tiennent au bord et croient assister à un spectacle grandiose. Et l'on se sent tout petit face à l'eau qui nous entoure. Mais le sol sous les chutes raconte une autre histoire. En dessous se trouve une vaste structure qui fut construite, scellée et presque entièrement effacée de la mémoire collective. Une puissance cachée sous les chutes. Il y a plus d'un siècle, les chutes du Niagara étaient déjà l'un des sites naturels les plus emblématiques de la planète. On parcourait de longues distances pour admirer l'eau se précipiter et sentir le sol trembler sous ses pieds. Mais même à cette époque, certains ne s'intéressaient bien et pas seulement à la beauté des chutes. Ils étaient fascinés par leur puissance. La force brute du fleuve était impossible à ignorer. Et pour un groupe grandissant d'ingénieurs, d'investisseurs et d'urbanistes, c'était une opportunité à saisir. En surface, les visiteurs voyaient le chaos et le mouvement. L'eau se précipitait sans relâche, frappant la roche avec une force implacable. Sous cette surface, cependant, une autre façon de penser se dessinait. Les ingénieurs commencèrent à se poser des questions cruciales. Quelle quantité d'énergie était à gaspiller chaque seconde? Comment maîtriser cette force? Et surtout, où la canaliser? Ces questions ne menèrent pleinement pas d'abord vers des tours ou des machines, mais vers la roche elle-même. D'après les premiers rapports et des témoignages ultérieurs, les ouvriers et les colons locaux commencèrent à remarquer d'étranges signes près des berges. De petites tranchées étaient apparues là où l'eau coulait autrefois librement. Des canaux étroits furent creusés dans la pierre, puis rapidement recouverts ou dissimulés. Certains habitants affirmaient que ces premiers travaux n'étaient pas destinés à être vus du public. Ils étaient pratiques, discrets et réalisés avec soin. Selon des témoignages locaux, des riverains rapportèrent avoir entendu, tard dans la nuit, le bruit d'outils frappant la roche, bien après la fin des travaux visibles. Ces bruits étaient décrits comme des impacts sourds et répétés, résonnant du sous-sol. À l'époque, personne ne parlait ouvertement de tunnels, mais des rumeurs circulaient parmi les ouvriers, selon lesquelles l'eau était canalisée sous la surface. Les premiers efforts pour exploiter la cascade furent prudents. Il n'y avait pas encore de structures imposantes, ni de grands projets dévoilés au public. On se contenta de creuser de petites conduits dans la roche pour tester différentes méthodes. De redirection de l'eau. Ces premiers canaux, peu profonds et de portée limitée, ont néanmoins démontré un point crucial. Le fleuve pouvait être maîtrisé. Cette prise de conscience a suscité à la fois crainte et enthousiasme. Certains s'inquiétaient des conséquences qu'entraînerait une telle intervention sur une force naturelle aussi puissante. D'autres entrevoyaient profit et progrès à portée de main. Au fil des ans, ces modestes transformations ont commencé à s'accumuler. Le paysage autour des chutes du Niagara ne s'est pas transformé d'un coup. Il s'est modifié lentement et méthodiquement sous les usines, les sentiers et les terrains vagues. La roche était excavée morceau par morceau. D'après certains témoignages, les ouvriers ignoraient souvent la véritable finalité de leurs fouilles. Ils suivaient les instructions, taillaient de la pierre et poursuivaient leur travail, sans se douter qu'ils contribuaient à un projet bien plus vaste. Cependant, ces premiers efforts ne se sont pas déroulés sans résistance. D'après des rapports ultérieurs et des témoignages d'Oswan locaux non vérifiés, nombre de ces petits ouvrages souterrains se heurtèrent à de sérieuses limites. La pression de l'eau était difficile à prévoir, et certains des premiers canaux furent inondés peu après leur creusement. Dans d'autres cas, des pans de roche s'affaiblirent ou se déplaçaient, obligeant les ouvriers à sceller les passages et à les abandonner faute d'outils sophistiqués et de plans précis à long terme. Ces premières expériences ralentirent. Elles ne disparurent pas, mais s'estompèrent. Tandis que les explorateurs et colons européens poursuivaient la cartographie de la région et la documentation de ses caractéristiques,
Leurs écrits reflétaient à la fois la crainte inspirée par les chutes et l'intérêt croissant pour leur potentiel. Ces écrits allaient de bientôt guider les premières tentatives sérieuses de transformer Niagara en une force industrielle, repoussant l'activité humaine toujours plus loin sous terre et préparant le terrain pour tout ce qui suivit. Découverte européenne et prémisse de l'industrie. Lorsque les explorateurs européens atteignirent les chutes du Niagara pour la première fois, ils ne pensaient pas à l'industrie. Ils cherchaient à comprendre ce qu'ils voyaient. En 1678, l'explorateur français Lewis Hennepin publia l'une des premières descriptions écrites des chutes. Il les décrivit comme violentes, impressionnantes et difficiles à appréhender. Son récit mettait l'accent sur leur ampleur et leur force. L'eau ne se contentait pas de tomber. Elle s'écrasait avec une telle intensité qu'il pensait qu'on ne pouvait trouver un tel spectacle nulle part ailleurs dans le monde. Pendant de nombreuses décennies après cette première description, les chutes du Niagara restèrent en grande partie intactes. De petits villages se formèrent à proximité, mais leurs habitants restèrent imprudents. Le fleuve était à la fois respecté et craint. Les premières communautés, de part et d'autre de la frontière, vivaient de la pêche, du commerce et d'une agriculture rudimentaire. Les chutes étaient admirées de loin. On savait que le fleuve était puissant, mais on ne savait pas encore comment utiliser cette force de manière sûre et durable. Au XVIIIe siècle, cette attitude commença à évoluer. Avec la croissance démographique et l'expansion des industries, les colons se mirent à expérimenter des moulins mécaniques. Ces premiers moulins ne reposaient pas sur des systèmes souterrains. Ils utilisaient des canaux d'irrigation à ciel ouvert et des dérivations peu profondes qui détournaient une partie du débit de la rivière. Des conduites en bois et des canaux à ciel ouvert acheminaient l'eau vers de simples roues à aubes. Ces structures étaient faciles à construire et à réparer, mais elles étaient limitées. Elles ne pouvaient pas supporter des opérations de grande envergure et étaient vulnérables aux dommages. Face à la demande croissante, les propriétaires d'usines ont réclamé des solutions plus fiables. Certains exploitants ont commencé à creuser de courts passages dans la roche pour acheminer l'eau directement dans les fosses des roues. Ces premiers tunnels étaient rudimentaires. Les ouvriers utilisaient des outils manuels et travaillaient dans des espaces confinés, peinant à se tenir debout. Les couches rocheuses étaient irrégulières et la progression lente. Malgré tout, ces passages permettaient un meilleur contrôle du débit et de la direction de l'eau. Ces premiers ouvrages souterrains ne faisaient pas partie d'un plan d'ensemble. Ils furent construits par nécessité plutôt que par choix. Un moulin ajoutait un court tunnel, puis un autre prolongeait légèrement un passage. Selon certains témoignages, les propriétaires de moulins partageaient rarement leurs plans, ce qui a engendré un réseau disparate d'espaces souterrains déconnectés. L'objectif était simple. Il fallait maintenir la circulation de l'eau et le fonctionnement des machines. Malgré leur caractère rudimentaire, ces passages ont marqué un tournant important. Ils ont démontré que la construction souterraine était possible et utile. Les ouvriers ont appris comment la roche se comportait lors de la découpe. Ils ont découvert où l'eau s'infiltrait et où elle jaillissait. Au début du XIe siècle, il devint évident que ces tunnels improvisés ne pouvaient plus répondre aux besoins industriels croissants autour des chutes. La demande de production augmentait et les méthodes existantes atteignaient leurs limites. Cette prise de conscience a poussé les ingénieurs et les urbanistes à voir plus grand, menant directement à l'ère des canaux hydrauliques et des systèmes souterrains structurés qui allaient bientôt remodeler toute la région. Canaux hydrauliques et réseaux de tunnels de moulins. Au début des années 1850, les chutes du Niagara n'étaient plus considérées comme un lieu pour les petits. Les expérimentations. L'industrie exigeait des solutions à grande échelle, avec contrôle et fiabilité. Cette pression a conduit au premier grand projet d'ingénierie souterraine sous la ville. En 1853, la Falls Hydraulic Power and Manufacturing Company a commencé à creuser un canal hydraulique destiné à acheminer l'eau directement vers les usines. Il ne s'agissait pas d'une expérience, mais d'un engagement à remodeler le terrain lui-même. La construction s'est déroulée lentement et avec précaution. Des équipes y travaillaient sans relâche, creusant la terre et la pierre avec des outils rudimentaires. Le canal fut achevé en 1861 et changea tout. L'eau du fleuve était désormais canalisée dans un conduit contrôlé qui alimentait un quartier industriel en pleine expansion. À partir du canal principal,
des tunnels plus étroits étaient creusés pour acheminer l'eau vers les fosses des roues situées sous les usines. Ces tunnels étaient étroits et bas, souvent de seulement 2,5 à 3,5 mètres de haut. Mais leurs dimensions étaient précisément mesurées pour assurer un débit constant. Les ouvriers utilisaient des outils manuels et les premières poudres explosives pour façonner ces passages. Des burins étaient enfoncés dans la roche dure pendant des heures. Les charges explosives étaient placées avec précaution, car une force excessive pouvait provoquer l'effondrement d'un tunnel ou son inondation instantanée. Les ingénieurs ont porté une attention particulière à la pente et à l'angle. Un gradient incorrect pouvait entraîner un débit d'eau trop rapide, voire un blocage complet. Chaque découpe comptait et les erreurs étaient dangereuses. Des vannes manuelles ont été installées le long du système pour réguler le débit. Les opérateurs ajustaient ces vannes à la main, ouvrant ou fermant le flux en fonction des besoins des usines. Cela permettait à plusieurs usines de s'alimenter en énergie du même canal sans surcharger le système. D'après les archives historiques, ce niveau de contrôle était considéré comme avancé pour l'époque. Il permettait aux machines de fonctionner plus facilement et plus longtemps. Avec la construction de nouvelles usines, de nouveaux tunnels furent aménagés. Ces passages n'étaient pas isolés. Ils commencèrent à se connecter sous les bâtiments voisins, formant ainsi les premiers réseaux souterrains. D'après des inspections ultérieures, certains ouvriers se déplaçaient entre les chantiers souterrains plutôt qu'au niveau de la rue. Ce qui n'était au départ que de simples conduits d'eau est peu à peu devenu un réseau souterrain complexe sous la ville. Les conditions souterraines étaient rudes et effrayantes. D'après les témoignages, les effondrements représentaient une menace constante. Une simple fuite de eau pouvait transformer un tunnel en piège mortel en quelques minutes. Les ouvriers travaillaient dans l'obscurité, avec une mauvaise ventilation et sans avertissement préalable en cas de problème. Malgré les risques, la construction se poursuivit, car la demande en énergie était constante. Ces tunnels devinrent essentiels aux premières industries de Niagara. Les papeteries, notamment, dépendaient d'un approvisionnement continu en électricité. Les usines chimiques nécessitaient une énergie constante pour assurer la stabilité des procédés. La prospérité et la faillite d'entreprises entières dépendaient de la circulation de l'eau dans des canalisations invisibles situées sous leurs étages. Peu de visiteurs savaient que, tandis qu'ils se trouvaient à la surface, un système industriel fonctionnait sous leurs pieds. Cependant, à la fin du 19e siècle, des limites sont commencées à apparaître. L'énergie hydraulique mécanique avait ses limites. Les ingénieurs se mirent à chercher un moyen de convertir la force des chutes du Niagara en une énergie plus flexible. Ces recherches allaient propulser les travaux souterrains à une échelle inédite, préparant le terrain pour la transformation suivante. L'électricité, Tesla et les profonds tunnels électriques. À la fin du 19e siècle, les chutes du Niagara se trouvaient au cœur d'un débat mondial sur l'avenir de l'énergie. Thomas Edison défendait les systèmes à courant continu, utilisables sur de courtes distances. Nikola Tesla et George Westinghouse, quant à eux, plaidaient pour le courant alternatif, capable de se propager bien au-delà de la source d'énergie. Le débat était intense et les réputations étaient en jeu. Les chutes du Niagara devinrent le lieu où ce débat allait se trancher, gravé dans la pierre. Le courant alternatif nécessitait bien plus que des générateurs et des câbles. Il fallait maîtriser le mouvement de l'eau à une échelle jamais atteinte auparavant. Les ingénieurs ont choisi les chutes du Niagara car leur débit constant offrait une fiabilité inégalée. Ce qui suivit ne fut pas seulement la construction d'une centrale électrique, mais aussi le creusement de certains des plus grands tunnels souterrains jamais entrepris à l'époque. La première centrale électrique d'Adams nécessitait un canal de fuite sans précédent sous les chutes. Ce tunnel a été conçu pour évacuer les eaux usées des turbines et les renvoyer vers la rivière sans perturber la surface. Les équipes ont creusé profondément dans la gorge, créant un passage d'environ 5,5 à 6 mètres de haut. Sa forme a été soigneusement choisie. Le profil incurvé en forme de fer à cheval permettait à l'eau de s'écouler en douceur tout en maintenant la roche environnante stable sous la pression. L'excavation était lente et dangereuse. Les ouvriers retiraient la roche à la main et à l'aide de dynamitage contrôlé. D'après les rapports de l'époque, des charges mal dosées pouvaient fissurer la roche environnante ou provoquer des fuites soudaines. Des étais en bois étaient installés au fur et à mesure de l'avancement des travaux. Maintenant, les parois en place jusqu'à la pose des revêtements définitifs. Dans les parties les plus fragiles,
où le risque d'effondrement était le plus élevé, on utilisait de la brique et de la pierre. Chaque pas était source de crainte d'inondation ou d'éboulement. Une fois achevé, le tunnel transportait d'énormes volumes d'eau. Des dizaines de milliers de litres y circulaient chaque seconde, à l'abri des regards. En surface, l'usine paraissait ordonnée et paisible. En dessous, l'eau se précipitait avec une force colossale dans un espace confiné. Certains ingénieurs s'inquiétaient, semble-t-il, des contraintes à long terme exercées sur les parois du tunnel, bien que le système ait continué à fonctionner avec succès. La preuve en a été apportée le 16 novembre 1896. L'électricité produite à Niagara parvint à Buffalo, à plus de 42 km de là. Ce fut un choc pour le monde entier. Le courant alternatif avait triomphé. Les usines s'illuminèrent, les lampadaires s'allumèrent et l'idée d'une production d'électricité centralisée devint réalité. Sous tout cela, le tunnel demeurait invisible, poursuivant son œuvre en silence. D'après certains témoignages ultérieurs, le succès de la centrale Adams a transformé la vision des ingénieurs en matière de construction souterraine. Les tunnels n'étaient plus considérés comme des éléments secondaires, mais comme des artères essentielles d'un réseau électrique en pleine expansion. Niagara ne se contentait plus de façonner l'industrie, mais influençait également les villes bien au-delà de ses limites. Pourtant, cette transformation ne s'est pas arrêtée à la frontière qui traverse directement le fleuve et les chutes. Le fleuve Niagara était partagé entre deux pays et tout détournement d'eau important d'un côté a des répercussions sur l'autre. Avec l'expansion de la production d'électricité sur la rive américaine, les ingénieurs et les responsables canadiens ont suivi la situation de près, conscients que le débit du fleuve ne pouvait être considéré comme acquis. D'après les archives historiques, cette prise de conscience a incité le Canada à planifier ses propres réseaux souterrains pour s'assurer l'accès à cette même source d'eau. Ces projets ont permis de creuser des tunnels plus profonds et plus larges sous les chutes, élargissant discrètement le réseau caché d'une manière que peu de personnes se tenant à la surface ont jamais remarqué. Expansion canadienne et Tunnels électriques de l'Ontario. Au début du 20e siècle, le Canada a compris que la maîtrise du débit de la rivière Niagara était essentielle à son développement industriel. La Compagnie d'électricité de l'Ontario a entrepris un projet d'envergure en 1904, la construction d'une centrale hydroélectrique près des chutes Horseshoe. Il ne s'agissait pas d'un projet mineur. Le plan reposait sur un vaste réseau souterrain de tunnels acheminant l'eau vers des turbines situées profondément sous la surface. Contrairement aux tunnels américains, plus petits, ces conduites canadiennes furent construites dans un souci d'envergure et de pérennité. Les ingénieurs ont coordonné plusieurs pointes de fouilles afin d'accélérer les travaux. Les équipes ont creusé à partir de puits d'accès le long des tracés prévus pour les tunnels, tout en commençant simultanément les travaux au niveau des prises d'eau situées en bordure du fleuve. D'après les rapports, cette opération a nécessité une planification minutieuse afin d'éviter les effondrements et de garantir une gestion précise du débit d'eau. Chaque section du tunnel devait répondre à des spécifications précises afin de maintenir une pente constante et d'éviter les inondations. La géologie locale présentait à la fois des avantages et des contraintes. Les couches supérieures de doomite offraient un support naturel solide pour les larges tunnels. En dessous, les strates plus tendres étaient sujettes au mouvement et à l'érosion. Pour y remédier, les ingénieurs ont renforcé les zones vulnérables par des revêtements de briques et de béton. Ces renforcements ont été mis en œuvre avec minutie, couche par couche, afin de garantir la résistance des tunnels à la force considérable de l'eau qui les traversait. Le tunnel principal s'étendait sur plus de 600 mètres de long. Des galeries latérales alimentaient 15 tubes d'aspiration des turbines situées sous la centrale hydroélectrique. Des vannes en acier installées au point d'entrée permettaient aux opérateurs de contrôler le débit d'eau, de réguler la pression et d'assurer le fonctionnement optimal des turbines. D'après certains témoignages, les tunnels pouvaient transporter des dizaines de milliers de pieds cubes par seconde sans interruption. Leur construction reposait en grande partie sur la main-d'œuvre humaine. Des ouvriers immigrés, notamment italiens, polonais et hongrois, effectuaient de longues journées de travail, éclairées uniquement par des lanternes. Ils utilisaient des outils manuels pour percer, buriner et façonner la roche. Certaines sections étaient dynamitées
à l'aide d'explosifs primitifs, ce qui exigeait une grande précision dans le déclenchement des tirs afin d'éviter des effondrements dangereux. Le travail était épuisant, physiquement exigeant et périlleux. Pourtant, le tunnel prenait forme progressivement sous la surface. Une fois opérationnels, ces tunnels alimentaient en électricité non seulement la centrale hydroélectrique, mais aussi les usines, les réseaux de tramway et les réseaux électriques du sud de l'Ontario. Ce réseau permet au Canada de rivaliser avec les États-Unis en fournissant une électricité fiable à une région en pleine industrialisation. Malgré l'envergure et la sophistication du projet, le milieu du siècle apporta son lot de défis. De nouvelles réglementations, la centralisation de la gestion de l'eau et l'essor des travaux publics réduisirent progressivement le besoin de ces tunnels, construits encore par le secteur privé. Au fil du temps, certaines portions furent abandonnées, remblayées ou enfouies sous des bâtiments modernes. Aujourd'hui, une grande partie de ces premiers ouvrages demeure cachée, une strate oubliée sous la ville que peu de gens ont la chance de voir. Cette disparition discrète prépara le terrain pour la phase suivante de l'histoire souterraine du Niagara, où des tunnels encore plus vastes et complexes allaient être construits avant de connaître leur propre déclin. Déclin et vaste réseau de tunnels abandonnés. Au fil du 20e siècle, le monde au-dessus des chutes du Niagara a connu des transformations spectaculaires et le paysage souterrain a suivi la même tendance. Les moulins et les usines qui fonctionnaient autrefois grâce à l'énergie hydraulique sont progressivement passés à l'électricité, rendant obsolètes les tunnels et les conduits soigneusement creusés sous la surface. Les canaux de fuite et les fosses d'écluse, autrefois grondant sous le débit de dizaines de milliers de litres par seconde, se tournent. Certains tunnels étaient obstrués par des débris, d'autres partiellement effondrés. Et dans certaines zones, les ingénieurs les remblayèrent délibérément avec des gravats pour stabiliser les fondations. À la surface, de nouvelles rues, des entrepôts et des complexes industriels surgissaient, dissimulant toute trace du monde souterrain caché. Pour un observateur non averti, le sol était solide et sans intérêt particulier. En dessous, pourtant, tout un empire industriel était figé dans le temps. Pendant des décennies, personne ne s'aventura dans ces tunnels. Les accès étaient scellés, inondés et dangereux. Des rumeurs circulaient parmi les habitants, évoquant des chambres souterraines, des passages perdus et d'étranges échos qui résonnaient dans la nuit. Des murmures de pièces secrètes, de machines effondrées et d'outils oubliés alimentaient un mélange de peur et de fascination. Certains affirmaient avoir aperçu des ombres se mouvant à travers les fissures de la gorge, sans que personne ne puisse confirmer ce qui se cachait en dessous. Le réseau devint le sujet de légendes urbaines, des histoires transmises avec précaution d'une génération d'ouvriers à l'autre. Puis, en 2018, une équipe d'ingénieurs et d'archéologues entreprit des fouilles sous les rues et les terrains industriels proches des côtés américains et canadiens des chutes. Ils s'attendaient à localiser quelques vestiges d'anciens conduits et peut-être à confirmer les plans des tunnels connus. Ce qu'ils découvrirent les stupéfia. Enfouis sous des décennies de gravats et de sédiments, des sections jusque-là inconnues du réseau de tunnels refirent surface. Des turbines rouillées, des canalisations abandonnées et de lourdes machines figées par le gel pendant des décennies gisaient éparpillées dans les galeries. D'après les rapports, certains équipements dataient de près d'un siècle, offrant à l'équipe un aperçu inédit de l'ampleur et de la sophistication des débuts de l'ingénierie hydroélectrique. La taille impressionnante de certaines chambres a laissé les chercheurs sans voix. Dans plusieurs sections, les voûtes sans briques s'élevaient bien au-dessus de leur tête, tandis que d'autres passages étaient étroits, à peine assez larges pour qu'une personne puisse s'y glisser. Cette découverte a révélé que le réseau était bien plus interconnecté qu'on ne l'avait imaginé. Des tunnels s'étendaient sous les territoires américains et canadiens, reliant de nombreuses centrales électriques et installations industrielles historiques. L'eau qui alimentait autrefois moulins et turbines s'écoulait désormais à plusieurs niveaux, régulée par des vannes, des canaux et des pentes conçus avec une précision remarquable. Les traces de catastrophes passées, d'effondrements de structures et de travaux d'entretien étaient encore visibles, figées dans le temps, témoignant des efforts colossaux déployés pour maîtriser les chutes. Debout à la surface, même les ingénieurs les plus expérimentés ne pouvaient appréhender l'étendue de ce qui se trouvait en dessous.
Le tunnel s'étendait sur des centaines de mètres, un réseau invisible qui avait transporté l'énergie à travers la région tout en demeurant totalement caché du monde extérieur. Les chercheurs ont décrit un mélange d'admiration et d'incrédulité. En parcourant les couloirs oubliés, ils sentaient le poids de l'histoire peser sur les parois et les plafonds rocheux. Le silence qui régnait dans les chambres était presque assourdissant comparé au grondement des chutes d'eau en amont. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner.